Oui, bonjour. Barbara Musetti. C'est une question pour Antoinette Lenormand. Vous imaginez que le thème ne peut que me fasciner, mon passé avec Rodin et l'Italie. Je voulais juste faire une petite distinction par rapport aux exemples que vous avez montrés de réception, si on veut, de Rodin en Italie. Et vous avez montré que cette réception s'étend sur une longue période, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment souligner la différence qu'il y a entre la toute première réception du début du XXe siècle, c'est-à-dire les premiers résultats qu'on peut voir des artistes italiens suite à la vision directe des œuvres de Rodin à la Biennale de 1901, car il faut savoir que les sculpteurs italiens ont très peu voyagé, notamment à Paris à ce moment-là. Donc tout ce qu'on peut connaître de Rodin passe à travers la presse spécialisée de l'époque italienne, qui est encore plutôt limitée, qui ne dispose pas d'un appareil d'illustration photographique aussi important, en fait. Et donc cette première phase est vraiment liée au modèle, donc c'est vraiment une répétition d'un répertoire iconographique. Et après, on a vu, il y a toute une autre phase très intéressante, plutôt dans les années 20 et 30. Les exemples de Pina ou de Martine, ils sont vraiment assez emblématiques, mais c'est pas du tout le même... comment dirais-je, le même résultat en fait d'une démarche. Donc je dirais que pour la première phase, ces artistes sont plutôt fascinés par ce mythe rodinien qui débarque. Il faut savoir qu'en 1901, Rodin il est à la fin de sa vie, il meurt en 17, donc il a quand même déjà un statut d'artiste reconnu. Et il se retrouve face à ce monument qui leur permet, à mon avis, de se libérer de, comment dirais-je, de cette sorte de prison dans laquelle était un peu rentrée la sculpture italienne du 19e siècle, c'est-à-dire cette réputation de grain vertueux de la sculpture, mais d'artistes un peu vidés. Donc Rodin leur permet, à travers le non finito, le inachevé, ces formes tourmentées, de se débarrasser d'une tradition, en fait. Donc c'est d'abord ça, mais dans les années 20-30, c'est pas forcément le même côté qui est récupéré. Quand on voit les œuvres de Pina ou de Martine, et le titre « La louve blessée », dans les années 30 en Italie, peut-être une louve peut évoquer aussi une certaine forme d'italianité, hein, quand même, de romanité assez importante. Je pense que Rodin devient le symbole représente une forme de monumentalité qui passe aussi à travers la récupération du michelangelisme, dont il se sent d'une certaine manière, il se revendique l'héritier, qui permet d'être récupéré d'une manière idéologique par le fascisme. Pina, c'est un exemple assez emblématique dans ce domaine. Il a beaucoup travaillé, d'ailleurs il a exposé un Vendée à la Biennale de Venise avec Wilt, et il a été tout de suite récupéré par la propagande fasciste. En fait, il a fait des bustes de Mussolini, il a fait un monument à Dante, un projet en tout cas, à Dante, qui est vraiment la somme parfaite de Rodin et de Michel-Ange, en fait. Donc ce côté monumental de cette force, cette puissance rodinienne était très habilement récupéré par le fascisme. Rodin, c'était la clé qui permettait d'être à la fois moderne et italien, sans admettre par les sculpteurs italiens d'adhérer à un modèle étranger, en fait. Donc on récupérait le michelangelisme de Rodin, avec beaucoup d'efficacité, en fait. Donc voilà, je voulais juste souligner cette distinction entre ces deux phases, deux périodes qui sont pas les mêmes. On arrive parfois à un même aboutissement esthétique, donc iconographique, mais sans passer forcément par la même démarche, en fait. Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, si pour vous c'était une hypothèse défendable. Mais je vous remercie, Barbara, de ces remarques qui sont tout à fait pertinentes. Alors, je dois vous avouer que moi, je me suis surtout intéressée à la période antérieure à la guerre de 14, en fait, qui est tout de même celle que je connais le mieux. L'œuvre de Pina, d'ailleurs, que j'ai montrée, est une œuvre qui est tôt, le fameux torse de jeune homme, et s'inscrit tout à fait dans cette première phase de l'influence de Rodin. Après, pour le reste, vous avez sans doute raison, et je pense que ça pourra faire l'objet d'une communication tout à fait passionnante à un prochain colloque. Bon, c'est vrai aussi que je ne me suis pas empêchée, une fois de temps en temps, de faire un petit saut dans une période un petit peu plus récente.
puisqu'au fond, je me suis beaucoup rapprochée sur les rapprochements, enfin, sur les images elles-mêmes, qui m'ont peut-être effectivement quelquefois entraîné un petit peu plus loin que le cadre que je m'étais fixé à l'origine.